Quels sont les préparatifs d'une légende pour son propre départ? Le monde était encore sous le choc, le souffle coupé par le chagrin, lorsque le 22 juillet 2025, l'inébranlable prince des ténèbres a rendu son dernier souffle. Après des années de douleurs incessantes et de progression cruelle de la maladie, Ozzy Osbourne s'éteint non pas en silence, mais avec la gravité tranquille d'un homme qui savait. Il a senti que la fin n'était proche, et dans ces derniers jours, il a déchargé son âme. À ses proches, dont son frère d'armes de toujours, Tony. Iommi, il a murmuré des vérités si crues, si déchirantes, qu'elles pouvaient ébranler même les cœurs les plus endurcis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, levons le pouce en hommage non seulement à la musique, mais aussi à l'homme. Le mythe, l'âme derrière le cri. La partie la plus obsédante des adieux d'Ozzy est peut-être le fait qu'il semblait savoir. Le 5 juillet 2025, sous le ciel ouvert du Villa Park Stadium de Birmingham, le même sol où Black Sabbath est né, Ozzy est monté sur scène une dernière fois, mais il n'était pas debout. Il ne pouvait pas. Des années de lutte contre la maladie de Parkinson associées à des opérations brutales de la colonne vertébrale l'ont privé de ses mouvements, mais pas de son esprit. Perché sur un trône de cuir ailé, fait sur mesure, Ozzy ne semblait pas brisé, mais transcendant. Un roi déchu qui tient encore la cour. Ce trône sombre et royal est devenu plus qu'un siège. Il est devenu un monument à la résilience, une déclaration finale qui dit « Je suis toujours là, et je partirai selon mes propres termes ». La musique était brute, dépourvue de glamour et de pyrotechnie. Ce n'était pas un spectacle, c'était un adieu. Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Tool et Pantera ont partagé la scène en hommage. Le public a hurlé, pleuré et retenu son souffle, tandis qu'Ozzy déversait toutes les forces qui lui restaient dans sa voix. Il ne s'est pas contenté de chanter, il a saigné dans chaque note. En coulisses, il était clair pour ses proches qu'Ozzy tenait bon à peine. Tony Iommi se souviendra plus tard. Nous pensons qu'il a tenu bon juste pour faire ce concert. Ozzy lui-même avait dit qu'il préférait mourir en chantant à Birmingham plutôt que de croupir dans un lit d'hôpital. Il était sincère. Après le concert, il n'y a pas eu de grande célébration. Ozzy, épuisé, a été transporté dans sa loge. Mais avant de partir, il s'est rendu dans celle de Tony, a esquissé un sourire fatigué et a simplement dit « Ça s'est bien passé, n'est-ce pas ?» Ce moment de calme, ces quelques mots, signifiaient plus que n'importe quel rappel. Personne ne savait alors ce qu'il chuchoterait plus tard à Tony, en privé des mots, qui ne ferait surface qu'une fois le monde devenu silencieux. Dans la nuit du 21 juillet, 2 semaines seulement après le concert, Ozzy Osbourne s'est éteint paisiblement dans son sommeil à son domicile du Buckinghamshire, entouré de Sharon et de leurs enfants. Il avait 76 ans, et le monde entier s'est réveillé avec le cœur brisé. Les médias ont trébuché sur l'annonce. Des fans ont affiché des hommages aux bougies devant la maison de son enfance à Aston. Des musiciens de tous horizons, d'Elton John à James Hetfield, ont partagé leurs souvenirs d'un homme dont la voix avait non seulement défini le heavy metal, mais aussi transcendé les genres et les générations. Pourtant, aucun hommage n'a été plus profond que le silence qui a suivi. Un silence trop lourd pour être brisé. Un silence rempli de tout ce qu'Ozzy avait donné et tout ce qu'il a laissé derrière lui. Ce concert a permis de récolter 140 millions d'euros pour la recherche sur la maladie de Parkinson et l'hôpital pour enfants de Birmingham. Mais son plus grand héritage n'était pas financier, c'était humain. C'était la vision d'un homme presque brisé par le temps et la maladie qui s'est levée non pas sur ses pieds, mais en esprit devant le monde, et qui a fait ses adieux sans dire un mot. Lorsque la paranoïa a retenti pour la dernière fois, et que les lumières de la scène se sont éteintes, il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de spectacle. Seul le doux tremblement de la main d'Ozzy levé en signe d'adieu. Les yeux de Tony, mouillés par un chagrin trop personnel pour être exprimé, et une foule unie dans la certitude d'avoir assisté à la fin de quelque chose d'immortel. À cet instant, le monde n'a pas seulement perdu un musicien, il a perdu une force de la nature. Et Tony Iommi
tenant le dernier écho de cette nuit, n'a pu que murmurer ce que des millions de personnes ressentent aujourd'hui. Il n'y aura jamais d'autre Ozzy, mais au milieu du deuil mondial, tous les regards se sont tournés vers un homme. Celui qui avait soutenu Ozzy depuis le début à travers toutes les tempêtes, tous les silences et tous les cris. Tony Iommi, ce qu'il révéla quelques heures plus tard, allait apporter une nouvelle vague de chagrin à laquelle le monde n'était pas préparé. Le matin du 23 juillet 2025, le monde était encore noyé dans le chagrin lorsque Tony Iommi a enfin pris la parole. Pendant des décennies, il avait été aux côtés d'Ozzy Osbourne dans les tempêtes de la célébrité, de l'addiction, de la guérison et de la réinvention. Mais cette fois-ci, sa voix ne tremblait pas sous l'effet de la puissance scénique, mais sous l'effet d'une dévastation silencieuse. Lors d'un entretien émouvant avec ETV News, Tony a admis que la perte n'avait été pleinement ressentie que le lendemain. « Je me suis réveillé et ça m'a frappé comme une tonne de briques », a-t-il dit les yeux baissés, sa voix se brisant sous le poids de la mémoire. Quelques heures avant la mort d'Ozzy, Tony avait reçu un dernier SMS de son vieil ami. Des mots simples, fatigués, qui se lisent maintenant comme un adieu enveloppé d'épuisement. Il a dit qu'il était vraiment fatigué, qu'il n'avait plus d'énergie, se souvient Tony. Et je me suis dit, oh non, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le recul, il pense qu'Ozzy s'est accroché avec tout ce qu'il avait juste pour tenir jusqu'à ce dernier concert. Les signes étaient là, mais personne ne voulait y croire. Tony a décrit l'apparence d'Ozzy pendant les répétitions comme étant frêle, son corps clairement tendu. Ils avaient délibérément limité son temps de présence sur scène, lui permettant de se reposer entre les chansons, de se souvenir du bon vieux temps et de sourire malgré la fatigue. En coulisses, il n'était pas question de notes parfaites ou de performances soignées. Il s'agissait d'honorer les décennies qu'ils avaient partagées, l'héritage qu'ils avaient construit et l'adieu tacite qui se dessinait tranquillement. Je pense qu'il savait que c'était la dernière, a déclaré Tony. Il ne l'a jamais dit, mais on pouvait le sentir. Mais le moment le plus déchirant est peut-être celui où Tony a fait part de la dernière volonté d'Ozzy, quelque chose de si simple, mais de si profondément humain. Quelques semaines avant le concert, Ozzy lui avait discrètement dit qu'il ne voulait pas d'un grand spectacle ou d'une tournée d'adieu. Il voulait juste avoir une dernière chance de remercier les fans à l'endroit où tout avait commencé. Une modeste représentation à Birmingham, un dernier adieu. Il voulait partir en faisant ce qu'il aimait, et là où tout a commencé, a murmuré Tony. C'est tout ce qu'il a jamais demandé. La prise de conscience qu'Ozzy avait planifié ses propres adieux depuis le début a bouleversé ceux qui le connaissaient le mieux. Il ne s'agissait pas d'un titre ou d'un communiqué de presse. Il s'agissait d'un homme en perte de vitesse, assis sur un trône en cuir qui s'était donné à fond pour les gens qui l'avaient soutenu. C'est Tony qui l'a le mieux dit. Geezer Bill et moi, nous n'avons pas seulement perdu un membre du groupe, nous avons perdu notre frère. Pour Tony Iommi, cette perte n'est pas seulement personnelle, elle est fondamentale. Ozzy était la voix qui donnait vie à ses riffs, le chaos à son calme, la folie à sa structure. Leur lien n'a pas été forgé par des contrats ou la célébrité. Il s'est soudé dans les rues enfumées de Birmingham, dans les rires de la cour d'école et dans les rêves de deux garçons de la classe ouvrière qui ont osé imaginer quelque chose de plus. Pendant que Tony parlait, le monde l'écoutait, non seulement parce qu'il était une légende de la musique, mais aussi parce que dans son chagrin, les gens ont vu le leur. Et dans ses larmes, ils se souviennent de l'homme qui les a fait se sentir invincibles, alors même qu'il se préparait tranquillement à faire ses adieux. Avant la gloire, avant les foules bruyantes et le tonnerre des guitares, il n'y avait que deux garçons à Aston, Ozzy et Tony, et leur amitié s'est forgée non pas dans les studios ou sous les projecteurs, mais dans l'air enfumé des rues ouvrières de Birmingham, où les rêves semblaient trop grands pour les usines qui bordaient l'horizon. Ils se sont croisés pour la première fois à l'école de Birchfield Road au début des années 1960, bien avant que le monde ne les connaisse comme les parrains du heavy metal. Ozzy, né John Michael Osbourne, était le clown de la classe, bruyant espiègle et toujours drôle. Il avait du mal à travailler à l'école en particulier, à lire et à écrire, mais il compensait cela par un charme qui faisait rire les gens même les jours les plus sombres. Tony Iommi, quant à lui,
était calme, réservé et profondément introspectif. C'était le genre de garçon qui parlait moins et regardait plus portant déjà le sérieux de quelqu'un qui a ressenti très tôt le poids du monde. Malgré leurs différences, quelque chose de tacite les relie. Ils vivaient à quelques rues l'un de l'autre, avaient grandi dans des foyers où l'argent était rare et partageaient la peur inavouée de finir à l'usine comme tant d'autres avant eux. Ce qu'ils avaient en commun était plus puissant que ce qui les rendait différents, un désir d'évasion, de sens de musique. Des années plus tard, Tony se souviendra de cette époque avec beaucoup d'affection. Il se souvenait qu'Ozzy se démarquait non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il y avait quelque chose d'irrépressible dans son esprit même à l'époque. Birmingham, avec son ciel gris et ses journées difficiles, n'était pas connu pour produire des légendes du rock. Mais d'une manière ou d'une autre de cette suie et de cette lutte, deux garçons se sont mis à rêver. Ils n'étaient pas des amis proches au départ, mais le temps et les circonstances les ont rapprochés. Ce qui n'était au départ qu'une simple familiarité dans les couloirs de l'école s'est progressivement transformé en un lien ancré dans des difficultés communes et une ambition silencieuse. Le soir, leurs chemins se croisaient à la sortie de l'école, dans les ruelles du quartier, sur de longues marches, pour rentrer chez eux, et finalement dans les premiers chuchotements d'une ambition musicale. Avant que le monde ne connaisse le nom de Black Sabbath, avant qu'Ozzy ne chante devant des millions de personnes, et que Tony ne domine la scène avec ses riffs sombres et tonitruants, il y avait simplement un garçon qui faisait des blagues, et un garçon qui rêvait en silence. Et c'est peut-être ce qui a rendu leur lien indéfectible à travers les décennies de célébrité, de chaos, d'addiction et d'adieu, parce qu'au fond, ce ne sont que deux garçons d'Aston qui n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Il ne s'agissait pas seulement d'un partenariat musical. C'était le genre d'amitié qui survit aux scènes, aux contrats d'enregistrement et même à la mort. En se rappelant où tout a commencé, Tony Iommi, aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, ne pleure pas seulement la perte d'un compagnon de groupe. Il pleure le garçon qui le faisait rire à l'école, l'ami qui faisait des grimaces en coulisses, le frère qui n'a jamais cessé d'être Ozzy. Ce genre d'amour ne s'estompe pas, il devient une légende. Au début des années 1970, la suie et l'acier de Birmingham ont donné naissance à un instrument qui allait changer à jamais le son de la musique. Ce n'était ni poli ni sûr. C'était brut, tonitruant et troublant. C'est la naissance de Black Sabbath et avec elle la genèse d'un nouveau genre, le heavy metal. Pour Ozzy Osbourne et Tony Iommi, ce n'était pas seulement de la musique, c'était de la survie. C'était leur voix, leur rébellion et leur prière forgée dans les feux d'une ville ouvrière qui n'offrait guère plus que des emplois à l'usine et une vie de labeur. Leur premier album Black Sabbath, sorti en 1970, n'a pas seulement présenté un groupe, il a jeté une ombre sur l'ensemble de l'industrie musicale. Le morceau d'ouverture qui commence par des cloches d'église sinistres et le grondement d'un tonnerre lointain prévient les auditeurs que ce qu'ils vont entendre ne ressemblera à rien de ce qu'ils ont entendu jusqu'à présent. C'était sombre, presque apocalyptique, avec les riffs sinistres de la guitare de Iommi et la voix obsédante d'Ozzy faisant écho à la désillusion et à l'anxiété d'une génération. L'album n'a pas demandé la permission. Il a exigé l'attention et l'a obtenue. Quelques mois plus tard, ils sortaient Paranoid, un album qui allait consolider leur héritage. Des titres comme Iron Man War Pigs et la chanson-titre Paranoid n'étaient pas seulement des tubes, c'étaient des cris de guerre. Ces chansons traduisaient le mécontentement et la confusion d'un monde encore sous le choc de la guerre, confronté à l'agitation politique et témoin de bouleversements culturels. La voix d'Ozzy traverse le bruit comme une sirène perçante émotionnelle sans équivoque, tandis que la guitare d'Iommi tisse des motifs sombres et hypnotiques que personne n'avait jamais entendus auparavant. Les paroles étaient d'une honnêteté brutale. War Pigs condamnait les architectes de la guerre avec une clarté venimeuse. Iron Man, avec son histoire de trahison et de vengeance, est devenu l'hymne des incompris et des mal jugés. Et Paranoid, écrite en 20 minutes, dans un élan de désespoir,
a trouvé un écho chez tous ceux qui se sont sentis enfermés dans leur propre esprit. Au fur et à mesure que leur notoriété grandit, leur ambition s'accroît. Des albums comme Master of Reality, Volume 4 Sabbath Bloody Sabbath et Sabotage n'étaient pas de simples continuations. Ce sont des évolutions. Le travail de Iommi à la guitare devient plus expérimental, plus complexe et plus complexe. Il a joué dans la douleur littéralement. Après avoir perdu le bout de ses doigts dans un accident industriel, il s'est fabriqué des prothèses et a continué à jouer, créant un son plus lourd et plus sombre qui est devenu la signature du groupe. Pendant ce temps, les paroles d'Ozzy deviennent plus introspectives, explorant les thèmes de l'addiction, de la maladie mentale et du poids étouffant de la célébrité. Ils n'ont pas glorifié l'obscurité. Ils l'ont vécu, et cela se voit dans chaque note. Leur succès a été stupéfiant. Tout au long des années, 1970 Black Sabbath a fait salle comble dans le monde entier, devenant l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock. Mais leur parcours ne s'est pas fait sans heurts. Derrière les foules hurlantes et les disques en tête des hit-parades se cachaient des démons personnels, des tournées incessantes et la pression écrasante des attentes. Pourtant, l'alchimie entre Ozzy et Tony était indéniable. Iommi a déclaré un jour « Ce que nous avons créé ensemble était plus grand que n'importe lequel d'entre nous. Ce lien enraciné dans les souvenirs de cours d'école et tempéré par les feux de la célébrité était le cœur de Black Sabbath. Ils ne se contentaient pas de faire de la musique. Ils construisaient un monde, une mythologie, un refuge pour les marginaux et les cœurs brisés. Leurs chansons sont devenues des bouées de sauvetage pour les enfants qui ne se sentaient pas vus, pas entendus et incompris. Et si les critiques les ont d'abord rejeté, l'histoire leur a donné raison. Des groupes comme Metallica, Iron Maiden, Slayer et d'innombrables autres ont plus tard reconnu que Sabbath était leur fondement, leur inspiration, la raison pour laquelle ils avaient choisi de jouer d'un instrument. À la fin de la décennie, Black Sabbath avait vendu plus de 75 millions de disques. Mais plus encore, ils sont devenus des symboles de résilience. Ils ont prouvé que deux garçons d'Aston nés dans la pauvreté et élevés sous des cieux enfumés pouvaient se tailler une place dans l'histoire, non pas en s'intégrant, mais en se démarquant avec défi. Leur musique ne s'est pas contentée de divertir, elle a perduré. Il a défié le temps, les tendances, et même la tragédie. Lorsqu'Ozzy et Tony sont montés sur scène ensemble plus tard, plus âgés, plus usés, mais toujours aussi puissants, le poids de cet héritage ne leur a pas échappé. Chaque accord, chaque parole leur rappelait d'où ils venaient, ce à quoi ils avaient survécu et l'empreinte qu'ils avaient laissée sur le monde. L'avènement de Black Sabbath n'est pas seulement un chapitre de l'histoire du rock, c'est une révolution. Au cœur de cette révolution se trouvaient deux amis, deux frères en musique, qui ont transformé la douleur en puissance et le silence en un rugissement qui résonne encore aujourd'hui. À la fin des années 1970, le poids du succès et de la démesure commence à se faire sentir. Derrière les riffs tonitruants et les concerts à guichets fermés, une tempête se prépare, et en son centre se trouve Ozzy Osbourne. La voix qui avait contribué à la naissance du heavy metal se noyait dans un tourbillon de drogue, d'alcool et de troubles intérieurs. En 1979, après des mois de répétitions manquées de comportements erratiques et d'inquiétudes croissantes de la part du reste du groupe, Tony Iommi a pris ce qu'il a appelé plus tard la décision la plus difficile de sa vie, laisser partir Ozzy. Ce n'est pas la colère qui l'a alimenté, mais le désespoir. Comme le rappelle Tony, nous le regardions mourir lentement et nous ne savions pas comment le sauver. Ainsi, après une décennie passée à créer l'impensable ensemble, le lien s'est brisé. Black Sabbath a continué faisant appel à des légendes comme Ronnie James Dio et Ian Gillan pour combler le vide, chacune ajoutant sa propre couleur à l'héritage de Sabbath. Mais il manquait quelque chose d'essentiel. Sans Ozzy, le son était toujours aussi puissant, toujours aussi révolutionnaire, mais l'alchimie, cette magie inexplicable entre Ozzy et Tony, s'était brisée. Ozzy a sombré dans la spirale. Les années qui ont suivi
ont été chaotiques, remplis d'arrestations, de cures, de désintoxication et d'erreurs presque fatales. Pourtant, des profondeurs de l'addiction et du désespoir, il a remonté la pente. Le monde entier a observé avec stupéfaction le prince des ténèbres se réinventer en tant qu'artiste solo. Des succès comme Crazy Train et Mr. Crowley ont prouvé qu'il n'en avait pas fini. Mais alors qu'il remonte au sommet, quelque chose le hante lui et Tony, une chanson inachevée entre frères. Pendant des décennies, les fans ont rêvé d'une réunion, et les rumeurs allaient et venaient comme des tempêtes passagères. Ce n'est qu'en 2011 que l'impossible a commencé à prendre forme. Malgré des années de silence, lorsque Ozzy et Tony se sont assis à nouveau ensemble, la vieille connexion s'est déclenchée presque instantanément. Ils ont ri, ils se sont souvenus, ils ont créé, et cette réunion n'a pas seulement permis de tourner la page, mais aussi de renaître. En 2013, Black Sabbath a sorti l'album 13, leur premier album studio avec Ozzy, depuis 35 ans. L'album s'est hissé à la première place dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'était plus qu'un simple succès, c'était une déclaration de défi. Le temps ne les a pas brisés, l'âge ne les avait pas réduits au silence, et bien que le batteur originel Bill Ward soit absent en raison de conflits contractuels, l'esprit de Sabbath est toujours présent. La tournée mondiale qui suivit, intitulée The End, fut un voyage cathartique à travers des décennies de sons, de cicatrices et de survie. Le public a pleuré lorsque Ozzy, plus âgé mais inflexible, s'est tenu aux côtés de Tony une fois de plus. Les riffs étaient plus lents, les notes un peu plus rugueuses, mais la puissance, l'unité, l'héritage étaient indéniables. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. C'était l'histoire qui se corrigeait d'elle-même. C'était une guérison. Tony s'en souviendra plus tard, nous avions tout traversé. La célébrité, les retombées, la dépendance, la mort imminente. Mais en se tenant à nouveau aux côtés d'Ozzy, on se sentait chez soi. Ce sentiment n'était pas seulement personnel. Il rayonnait à travers chaque concert, chaque interview, chaque accord. Les fans l'ont également ressenti. Le sentiment que quelque chose de sacré avait bouclé la boucle. Ce n'était pas une réunion de groupe, c'était une réunion de l'âme. Au cours de ces dernières années passées ensemble, Ozzy et Tony ont forgé quelque chose de plus pur que jamais. La musique n'est plus à la recherche des hit-parades ou des critiques. Ils recherchaient la connexion, la mémoire, le sens. Ils ne se contentaient pas d'interpréter des chansons. Ils racontaient leur histoire, une histoire de rupture, de pardon et de long chemin vers la fraternité. Bien que leur temps soit désormais compté et que leur corps soit plus âgé, il y avait dans ces dernières performances un feu qu'aucun jeune n'aurait pu égaler. C'était le feu de la survie, le feu de savoir combien de choses ont été presque perdues. Lorsqu'ils ont fait leur dernier salut ensemble, ce n'était pas la fin de Black Sabbath. C'était la fin d'un chapitre qui avait défié tous les pronostics. Ils avaient combattu leurs démons, et contre toute attente ils avaient gagné. Pour Tony, cette victoire était profondément personnelle. « Je n'ai pas seulement récupéré mon compagnon de groupe », a-t-il déclaré. « J'ai retrouvé mon ami, mon frère. » Dans un monde qui a vu tant d'histoires de rock se terminer dans l'amertume, et le silence là leur est devenu quelque chose de différent. Une histoire de rédemption, de renaître même de ses cendres. De finir la chanson peu importe le temps qu'il faudra. Ainsi, bien avant le dernier adieu d'Ozzy, la guérison avait commencé. Sur scène, sous les lumières, aux côtés de l'homme qui avait dû le laisser partir, Ozzy Osbourne n'a pas seulement retrouvé sa voix. Il a retrouvé le chemin de la maison. Dans les jours qui ont suivi la mort d'Ozzy Osbourne, alors que le monde était en deuil et que les hommages affluaient de tous les coins de l'industrie musicale, une voix a résonné avec un poids qu'aucune autre ne pouvait égaler. Tony Iommi. Pour Tony, ce n'est pas seulement la perte d'un partenaire musical, c'était la fin d'un lien de toute une vie, une fraternité forgée dans la difficulté, la rébellion et le son. Lorsqu'on lui a demandé de résumer ce qu'Ozzy représentait pour lui, Tony n'a pas hésité. Il n'y aura jamais d'autre Ozzy. Ces 7 mots n'étaient pas seulement porteurs de chagrin, mais aussi de respect. La certitude profonde et inébranlable que le monde a perdu quelque chose de singulier. Il n'a pas parlé comme une légende qui en pleure une autre,
mais comme un ami qui se remémore des décennies de moments partagés qu'aucune scène, aucun album, aucun projecteur ne pourrait vraiment capturer. Tony se souvient d'abord des rires des pitreries, en coulisses des grimaces ridicules, qu'Ozzy faisait en plein concert, de la façon dont il rompait la tension avec une blague au bon moment. Ce n'étaient pas des moments répétés. C'était Ozzy, imprévisible, brut et rempli d'une sorte de lumière qu'aucune obscurité ne pourrait jamais éteindre. Et il faisait une grimace en plein milieu d'une chanson. Tony souriait, la voix craquait et je perdais les pédales. C'était aussi son don, faire en sorte que les gens sérieux se sentent humains. Mais la mémoire n'est pas tendre. Elle apporte non seulement de la chaleur, mais aussi la douleur de ce qui ne sera plus jamais. Et dans ses réflexions, Tony s'est retrouvé à revivre à la fois la gloire et la douleur, les sommets de la célébrité mondiale et les bas-fonds de la séparation de la toxicomanie et du long chemin pour revenir l'un vers l'autre. Il s'est souvenu des mois où Ozzy était injoignable des ténèbres, qui l'envahissait des faux pas publics, qui masquaient une agonie privée. Et il s'est souvenu du retour de la Réunion en 2013 pour l'album 13 et de la tournée mondiale qui a suivi. Comment, contre toute attente, ils ont retrouvé leur rythme non seulement musicalement, mais aussi en tant que frères. Ozzy avait dit à l'époque, à travers les larmes et les rires, « Nous sommes des bâtards chanceux, n'est-ce pas, toujours en vie, toujours en train de crier. » Il y a eu un moment privé presque chuchoté qui hante Tony plus que tout autre. Quelques jours avant leur dernier concert, Ozzy l'a regardé et lui a dit « Je ne suis pas sûr de survivre à ce concert, mon pote, mais si je dois partir, que ce soit pendant que je chante à Birmingham, pas en train de pourrir dans un lit d'hôpital. » Tony n'a jamais oublié ces mots. Il n'a pas répondu sur le moment. Il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, ces mots résonnent plus fort que n'importe quel riff de guitare. Nous pensons qu'il le savait, dira plus tard Tony. Il a choisi de terminer sa vie là où tout a commencé avec nous, avec la musique. C'était sa façon de dire merci. Et il ne s'agissait pas seulement du spectacle. Il s'agissait de retrouver son dernier souffle, non pas en tant que patient, mais en tant qu'artiste, non pas en silence, mais en chantant. Ce dernier spectacle, intitulé « Back to the Beginning », n'était pas un spectacle. C'était une lettre d'amour à Birmingham, aux fans, à l'amitié. Pas de feu d'artifice, pas de théâtre. Juste Ozzy assis dans son trône de cuir sur mesure, les yeux brûlants de fatigue et de détermination, tenant le micro, comme s'il s'agissait de la dernière chose qui l'attachait à ce monde. Il a tout donné, sa douleur, sa joie, son héritage dans chaque note. Et puis, tranquillement, il a quitté la scène et s'est enfoncé dans la mémoire. Pour Tony, cette nuit-là n'était pas qu'une simple représentation. C'était la fin d'une histoire. La dernière page d'une histoire écrite sur plus de 50 ans avec de l'encre faite de riffs, de cris, de rires et de douleurs. Ozzy n'était pas seulement le prince des ténèbres. Il était le garçon d'Aston qui rêvait tout haut, qui faisait des bêtises dans la cour de récréation, qui osait croire qu'il pouvait crier assez fort pour échapper au destin. Il était ce qu'il était, disait Tony. Pas de filtre, pas de faux semblants. Il vivait durement, il aimait profondément. Et il ne s'est jamais excusé d'être Ozzy. L'héritage d'Ozzy ne se limite pas à sa musique. C'est dans la façon dont il faisait ressentir aux gens ce qu'il ressentait, dans la façon dont sa voix pouvait briser la peur, dans la façon dont sa folie pouvait devenir une forme de guérison. Des premiers rangs des arènes à guichets fermés aux coins tranquilles, des chambres d'hôpital où les fans ont mené leur propre combat. La musique d'Ozzy est devenue plus qu'un son, elle est devenue un sanctuaire, et c'est ce qui le rend immortel selon Tony. Il n'était pas seulement la voix d'un genre, il était le battement de cœur d'un mouvement. On pouvait l'entendre dans chaque riff qui dénonçait l'injustice, dans chaque texte qui faisait écho à la solitude et à la rage, et dans chaque fan qui trouvait sa force dans le bruit. La voix de Tony a vacillé lors de la commémoration d'Ozzy, mais il est resté debout, comme s'il empruntait la force de son frère disparu. Ce n'est pas un adieu, a-t-il dit à la foule en deuil. C'est un remerciement pour chaque cri, pour chaque rire, pour chaque cicatrice et pour chaque chanson.
Il est parti comme un roi tranquillement, dignement en musique. Le silence qui a suivi était assourdissant. Personne ne bouge, personne ne parle. L'air était chargé de souvenirs de chagrin et d'une unité tacite que seules les vraies légendes peuvent créer. Les fans se tenaient côte à côte, certains pleurant, d'autres souriant à travers les larmes, tous se souvenant non seulement de l'icône, mais aussi de l'homme. L'écho d'Ozzy Osbourne se perpétue dans chaque histoire de coulisses, chaque texte obsédant, chaque clin d'œil malicieux. Il n'a pas seulement fait partie de l'histoire de la musique, il a fait plier l'histoire autour de lui. Il a redéfini ce que signifiait être à la fois brisé et brillant. Et ce faisant, il a donné aux générations la permission d'être bruyantes, d'être imparfaites, d'être vraies. Tony va maintenant de l'avant, en portant le silence qu'Ozzy a laissé derrière lui, non pas vide, mais plein de sens, plein d'héritage. Avez-vous déjà dû dire au revoir à quelqu'un qui a façonné votre âme? Un ami, un frère, quelqu'un dont la voix est devenue une partie du battement de votre cœur. C'est insupportablement douloureux, n'est-ce pas? Si la voix d'Ozzy vous a porté dans l'obscurité ou a allumé votre feu quand le monde devenait froid, partagez votre souvenir ci-dessous. Laissez son écho vivre non seulement dans la musique, mais aussi en vous. Car pour ceux qui l'ont vraiment écouté, il n'est jamais vraiment parti. Il n'y aura jamais d'autre Ozzy.